Le 10 octobre 2025, un verrou hydraulique cède au Sahel et le Burkina Faso bascule dans une rupture politique, technique et symbolique. En moins de 24 heures, l'approvisionnement en eau recule d'environ 30% dans plusieurs zones, pendant que des accords hérités et des circuits de contrôle externalisés se dérèglent, révélant une dépendance plus profonde que prévu. Que doit retenir le public? Foyers urbains, campagnes, États, lorsque Ibrahim Traoré transforme une ressource vitale en bras de fer global, entre attentes populaires et risques économiques immédiats. Le pays teste ses limites sous le regard du monde. Cette séquence propose une lecture structurée d'un choc qui dépasse largement la question de l'eau. Elle vise à clarifier ce que la fermeture de la rivière Sahel change réellement, au-delà des réactions à chaud et des slogans antagonistes. L'enjeu pour le lecteur est précis: comprendre comment une décision politique se traduit dans coûts immédiats, en risques différés et en marge de manœuvre concrète. L'analyse s'appuie sur les faits disponibles, les premières données et les effets observables sur le terrain, sans surinterprétation. Elle distingue ce qui relève du symbole et ce qui relève de la capacité réelle à gouverner une ressource vitale dans un contexte d'interdépendance régionale et internationale. Le bénéfice attendu est clair: disposer d'une grille de lecture opérationnelle pour évaluer gains et pertes, à court et moyen terme, pour l'État, l'économie et la société. Ce cadre permet aussi de situer la décision attribuée à Ibrahim Traoré dans une trajectoire plus large, faite de contraintes héritées et de choix s'assumer. L'objectif n'est pas de trancher un débat idéologique, mais de mesurer si une rupture peut devenir un processus maîtrisé. En moins de 24 heures, les premières données montrent une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones clés. Ce chiffre, imparfait mais robuste, agit comme un révélateur immédiat. La rupture n'est pas marginale, elle est structurelle. Dès les premières heures, la fermeture met à nu un système conçu pour fonctionner sans alternative locale immédiate, et donc vulnérable dès que le pilotage externe s'interrompt. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir au cadre dans lequel il s'inscrit. Depuis plus de 70 ans, la gestion des grandes infrastructures hydrauliques reposait sur des entreprises étrangères, avec des contrats techniques, des flux de données et des chaînes de décision largement délocalisées. Cette architecture assurait une stabilité opérationnelle apparente. En contrepartie, elle installait une dépendance silencieuse, rarement débattue publiquement, où la souveraineté formelle coexistait avec une souveraineté fonctionnelle limitée. La décision annoncée le 10 octobre 2025 rompt ce compromis. En ordonnant la fermeture, Ibrahim Traoré ne suspend pas seulement un flux d'eau, il interrompt un circuit de contrôle, de maintenance et d'arbitrage reliant le Burkina Faso à des acteurs extérieurs. Le choc initial n'est donc pas une surprise technique, mais la conséquence logique d'un modèle qui n'avait pas prévu de reprise de contrôle rapide et autonome. Ce contexte explique la rapidité des perturbations observées. Lorsque l'approvisionnement chute, ce sont aussi les données météorologiques, les prévisions agricoles et certaines coordinations logistiques qui se grippent. La crise ne se limite pas à la distribution de l'eau. Elle touche la capacité de l'État à anticiper, planifier et répondre dans un environnement devenu incertain. Cependant, cette vulnérabilité exposée ouvre un espace inédit. En rendant visibles les points de dépendance, la décision force un diagnostic longtemps repoussé. Elle transforme une abstraction politique, la souveraineté, en une série de problèmes concrets à résoudre sous contrainte de temps et de ressources. La question devient alors précise. Ce dévoilement brutal est-il un passage obligé pour reconstruire un contrôle durable ou un risque excessif pris sans filet? Dans les jours qui suivent la fermeture, la crise prend un visage concret, loin des communiqués officiels et des chiffres agrégés.
À Ouagadougou, dans le quartier de Tanguine, des habitants se regroupent autour des points d'eau encore fonctionnels. Des comités informels se constituent rapidement. Ils fixent des horaires, établissent des règles de partage et définissent des priorités pour les familles les plus exposées. L'objectif n'est pas de contester l'autorité de l'État, mais de combler un vide opérationnel immédiat. Ces initiatives urbaines jouent un rôle d'amortisseur. Elles réduisent les tensions locales, évitent les ruées désordonnées et transforment une pénurie potentielle en gestion collective provisoire. Ce sont des réponses pragmatiques nées de la nécessité qui montrent comment une société peut absorber un choc lorsque les infrastructures centrales vacillent. L'effet est discret mais réel. La crise reste contenue à l'échelle des quartiers. En milieu rural, la dynamique est différente. Près de Kongoussi, des producteurs agricoles réactivent d'anciens canaux d'irrigation abandonnés depuis des années. Ces systèmes rudimentaires, moins dépendants des réseaux centralisés, permettent de préserver une partie des cultures et d'éviter une rupture totale de la production. Là encore, il ne s'agit pas d'innovation spectaculaire, mais d'un retour à des solutions locales adaptées au contexte. Ces premiers effets dessinent d'un personnage collectif, une population qui ne se contente pas d'attendre des réponses venues d'en haut. La décision associée à Ibrahim Traoré agit ici comme un déclencheur indirect, exposant à la fois les fragilités structurelles et des capacités d'adaptation souvent sous-estimées. La question reste ouverte. Cette mobilisation précoce peut-elle dépasser l'urgence et s'inscrire dans la durée? Avant l'aube du 10 octobre 2025, la gestion de l'eau relevait d'un ordre ancien, stable en apparence et dépendant en profondeur. Après l'aube, cet ordre est interrompu et le pays bascule dans une séquence accélérée où chaque minute compte. La transition n'est pas progressive, elle est brittle, opérationnelle, immédiatement visible. Tout commence par une prise de contrôle. À 06h12, des techniciens burkinabés prennent possession des principales stations hydrauliques de la rivière Sahel, escortés par des unités militaires. Le geste est technique, mais son effet est politique. Il rompt une continuité de décisions et de données qui, jusque-là, reliaient les infrastructures nationales à des centres de pilotage extérieurs. En quelques minutes, la chaîne de coordination commence à se fragmenter. Les premières alertes apparaissent là où une simple transition administrative était attendue. Le premier verrou qui cède n'est pas l'eau elle-même, mais l'architecture de contrôle. Les données météorologiques et hydriques gérées depuis l'étranger cessent d'être accessibles. Ce détail change l'équation. Sans information continue et fiable, l'anticipation devient incertaine, la planification plus risquée et la marge d'erreur s'élargit. La fermeture révèle que la dépendance ne portait pas seulement sur des volumes, mais sur la capacité même à prévoir. Puis vient la confirmation publique. À 08h30, Ibrahim Traoré valide l'opération. Le geste devient un message politique adressé simultanément à l'intérieur et à l'extérieur du pays. À l'international, les réactions se durcissent très rapidement. Des responsables occidentaux évoquent des sanctions économiques, la suspension de prêts et une pression accrue sur les circuits financiers. Dans certains commentaires, le terme de sabotage circule non comme constat mais comme cadrage narratif. Le Burkina Faso se retrouve placé au centre d'une confrontation de récits opposés. À l'intérieur, la scène est plus ambivalente. Un soutien populaire s'exprime autour de l'idée de réappropriation. En parallèle, l'inquiétude pratique grandit. Les réseaux d'approvisionnement, habitués à des routines sécurisées, doivent improviser. Les marchés, eux, réagissent immédiatement à l'incertitude. Les prix s'ajustent plus vite que les explications officielles ne circulent. La décision cesse d'être symbolique. Elle devient un test de capacité opérationnelle. Les jours suivants installent les répliques. D'un côté, les perturbations s'étendent. L'eau se raréfie davantage dans certaines zones.
Les coûts logistiques augmentent et la nervosité progresse à mesure que les acteurs économiques évaluent le risque d'isolement. De l'autre, la société s'organise. Des comités de quartier se structurent, des systèmes de rationnement informel apparaissent et des solutions provisoires se multiplient en milieu rural. Cette auto-organisation agit comme un tampon, sans remplacer une architecture nationale stable. La séquence se lit alors en trois temps clairs: prise de contrôle, confirmation politique, propagation des effets. La question n'est plus de savoir si le geste a eu un impact, mais si le pays peut transformer une rupture rapide en trajectoire maîtrisée sans perdre l'essentiel en route. Avant la fermeture, l'approvisionnement en eau reposait sur un flux continu et centralisé. Après, il devient fragmenté, instable et soumis à des arbitrages locaux. Cette bascule se lit d'abord dans les chiffres disponibles, incomplets mais suffisamment robustes pour fixer des ordres de grandeur. Ils ne disent pas tout, mais ils bornent le débat. Le premier indicateur est la baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau observé dans plusieurs régions. Ce recul signifie qu'environ un tiers des volumes habituels n'atteignent plus les usagers finaux. Au-delà de la pénurie immédiate, ce chiffre révèle la profondeur de la dépendance aux infrastructures pilotées depuis l'extérieur. Tant que le contrôle était externalisé, le système fonctionnait sans rupture visible. Dès que ce contrôle s'interrompt, l'absence d'alternative locale se traduit par une perte nette et rapide de capacité. L'indicateur ne mesure pas seulement un manque d'eau. Il expose la fragilité structurelle d'un modèle hérité. Le second indicateur concerne l'économie quotidienne, avec une hausse d'environ 20% du prix du carburant dans les jours suivant la décision. Cette augmentation renchérit immédiatement le transport, la production et le coût de la vie urbaine. Elle agit comme un multiplicateur de crise. Lorsque l'eau devient plus rare et l'énergie plus chère, chaque activité dépendante de la logistique subit un effet en chaîne. Les marchés intègrent l'incertitude plus vite que les administrations ne peuvent l'amortir. Ce chiffre ne décrit pas un secteur isolé. Il traduit la sensibilité de l'économie nationale aux ruptures de flux, qu'elles soient hydriques ou énergétiques. Un troisième repère, moins visible mais déterminant, est la durée de plus de 70 ans pendant laquelle la gestion hydraulique a été confiée à des entreprises étrangères. Cette période longue explique l'absence d'alternatives immédiatement opérationnelles au moment de la reprise de contrôle. La stabilité apparente du système reposait sur l'accumulation de compétences, de données et de procédures hors du périmètre national. Lorsque la rupture intervient, ces capacités ne peuvent être reconstituées instantanément. Le chiffre ne constitue pas un jugement rétrospectif. Il fournit un contexte. Il éclaire pourquoi l'ajustement est brutal et pourquoi les coûts initiaux sont élevés. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une trajectoire cohérente. La décision associée à Ibrahim Traoré déclenche des pertes mesurables à court terme, tout en rendant visibles des dépendances longtemps masquées. Les chiffres ne tranchent pas le débat politique. Ils encadrent toutefois les options possibles et rappellent une contrainte centrale. La souveraineté revendiquée n'est pas gratuite. Elle exige des investissements techniques, organisationnels et humains pour combler les écarts révélés. La question devient alors opérationnelle et urgente. Comment réduire ces écarts sans recréer sous une autre forme une dépendance équivalente? Une première lecture met l'accent sur le risque excessif. Pour de nombreux analystes internationaux, la rupture décidée par Ibrahim Traoré constitue une prise de risque disproportionnée au regard des capacités immédiates du pays. Leur raisonnement est cohérent. Couper un approvisionnement vital sans solution pleinement opérationnelle expose à une contraction économique durable. La baisse de l'eau disponible, combinée à la hausse des coûts énergétiques, alimente l'inflation et fragilise en priorité les ménages urbains.
À cela s'ajoute la menace de sanctions, de suspensions de prêts et d'un retrait des investisseurs qui pourrait réduire encore les marges budgétaires de l'État. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée coûte plus qu'elle ne rapporte, au moins à court et moyen terme. Une seconde lecture insiste sur la nécessité historique. Du point de vue de nombreux acteurs africains et d'une partie de la société burkinabé, maintenir un système hydrique contrôlé de l'extérieur revient à accepter une dépendance structurelle indéfinie. Les coûts immédiats sont reconnus mais considérés comme le prix d'une émancipation durable. Les initiatives locales apparues après la fermeture, comités urbains, réactivation de canaux ruraux, sont citées comme preuve d'une capacité d'adaptation longtemps sous-estimée. Dans cette perspective, le choc n'est pas une erreur, mais un passage obligé pour révéler et reconstruire des capacités nationales. Ces deux lectures captent chacune une part de réalité, mais deviennent incomplètes lorsqu'elles sont isolées. Les données disponibles confirment l'existence d'un choc économique et social réel. Elles montrent aussi que la dépendance antérieure rendait toute transition nécessairement abrupte. Le débat ne se résume donc pas à un choix entre prudence et audace. Il porte sur la qualité de l'accompagnement de la rupture. La ligne de fracture réelle n'oppose pas rupture et statu quo. Elle oppose une rupture improvisée à une rupture structurée. Sans dispositif de transition, le risque domine. Avec des mécanismes d'apprentissage, de coordination et de mesure, le coût initial peut devenir un investissement stratégique. La question centrale n'est plus idéologique, elle est opérationnelle. Quelles conditions permettent de transformer un geste politique en processus maîtrisé, sans laisser les coûts dépasser les capacités d'absorption du pays? Ce qui semblait n'être qu'une crise d'approvisionnement révèle à ce stade une bascule plus profonde du pouvoir opérationnel. En quelques jours, la fermeture de la rivière Sahel déplace le centre de gravité des contrats internationaux vers des décisions locales, souvent improvisées mais concrètes. Le changement ne vient ni d'un nouveau traité, ni d'un investissement massif. Il naît d'une réorganisation forcée des responsabilités, imposée par la contrainte. Dans ce contexte, le geste associé à Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement défensif. Il devient un révélateur de capacités latentes, longtemps invisibles parce que neutralisées par la gestion externalisée. Les collectivités locales découvrent qu'elles peuvent arbitrer, coordonner et prioriser, même sous pression. Les citoyens comprennent que l'accès à l'eau n'est plus garanti par un acteur lointain, mais conditionné par des règles qu'ils contribuent eux-mêmes à définir. Cette prise de conscience modifie la nature du débat public. La crise n'est plus seulement subie, elle commence à être appropriée. Le pouvoir ne circule plus uniquement du haut vers le bas. Il se fragmente, se redistribue et s'expérimente parfois de manière maladroite mais tangible. Ce point médian marque un basculement silencieux. Les pénuries et les risques économiques demeurent. Pourtant, une variable nouvelle apparaît, l'apprentissage collectif sous contrainte. La question devient alors plus exigeante que le retour à l'ordre ancien. Le pays peut-il structurer ce pouvoir diffus avant qu'il ne s'épuise ou ne se retourne contre lui-même? Les effets de la fermeture de la rivière Sahel ne se répartissent pas de manière uniforme. Ils varient selon les acteurs, leur marge d'action et leur exposition au risque, dessinant une cartographie précise des tensions et des ajustements en cours. Cette différenciation permet de mesurer ce que la décision associée à Ibrahim Traoré produit réellement, au-delà des positions de principe. Pour l'État, la conséquence immédiate est une pression accrue sur la coordination. La baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau complique la planification et oblige à arbitrer entre usages concurrents, parfois en urgence.
Les administrations techniques doivent gérer la pénurie tout en répondant à des attentes politiques élevées. Dans le même temps, la décision renforce la légitimité symbolique du pouvoir auprès d'une partie de la population. Cette légitimité reste toutefois conditionnelle. Elle dépend désormais de résultats opérationnels visibles, mesurables et de la capacité à limiter la durée du choc initial. Pour les entreprises, l'impact est d'abord logistique et financier. La hausse d'environ 20% du prix du carburant augmente les coûts de transport et de production, réduit les marges et freine certains investissements. Les secteurs dépendants de flux réguliers, notamment l'agroalimentaire et le transport, sont les plus exposés. À l'inverse, des opportunités émergent pour des acteurs locaux spécialisés dans la maintenance, la distribution alternative ou les solutions de proximité. Le tissu économique se polarise ainsi entre structures fragilisées et niches adaptatives. Pour les citoyens, la conséquence est quotidienne et tangible. En milieu urbain, la rareté de l'eau impose des ajustements rapides des usages et renforce le rôle des solidarités de voisinage. Les comités de quartier limitent les conflits ouverts, mais au prix d'une charge collective accrue. En milieu rural, la situation est contrastée. Certaines communautés parviennent à préserver une partie de la production grâce à des systèmes d'irrigation réhabilités. D'autres restent vulnérables, faute de ressources techniques ou organisationnelles suffisantes. Dans tous les cas, l'accès à l'eau devient un enjeu collectif à gérer et non plus un service perçu comme acquis. Pour la région, enfin, l'équilibre géopolitique se déplace. Les pays voisins observent attentivement l'évolution de la situation, partagée entre crainte d'instabilité et intérêt pour une éventuelle reconfiguration des coopérations. Le Burkina Faso apparaît à la fois comme un risque systémique et comme un laboratoire politique. Si la transition s'organise, elle peut inspirer d'autres initiatives. Si elle échoue, elle renforcera les arguments en faveur du statu quo régional. Ces quatre lectures convergent vers un même constat. La fermeture crée des coûts immédiats, mais elle redistribue aussi responsabilités et capacités. La décision portée par Ibrahim Traoré n'est plus abstraite. Elle est vécue, mesurée et débattue à chaque niveau de la société. À partir des dynamiques observées, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles structurent l'incertitude et éclairent les choix possibles en tenant compte des contraintes révélées depuis le 10 octobre. Le scénario de base évoque une stabilisation sous contrainte. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso parvient à contenir les effets les plus graves de la rupture sans les résorber complètement. Des audits techniques ciblés identifient les points de perte majeurs. Des réparations limitées réduisent l'irrégularité de l'approvisionnement sans retrouver les niveaux antérieurs. Les dispositifs locaux de gestion se normalisent et s'articulent progressivement avec l'administration centrale. Sur le plan extérieur, les tensions diplomatiques persistent mais restent contenues, évitant des sanctions généralisées. L'inflation demeure élevée sans devenir incontrôlable. La souveraineté progresse lentement, au prix d'un ajustement prolongé et fragile. Le scénario optimiste mise sur une réorganisation rapide et une coopération maîtrisée. Ici, la crise agit comme un catalyseur. Les capacités locales se renforcent plus vite que prévu, soutenues par des investissements ciblés et une montée en compétences accélérée. Des partenariats régionaux limités émergent, favorisant le partage de données et de pratiques sans recréer une dépendance unilatérale. Des solutions techniques sobres, adaptées au contexte, réduisent progressivement la vulnérabilité aux réseaux centralisés. L'économie retrouve un rythme plus soutenu et la gestion de l'eau devient un levier de crédibilité régionale. Ce scénario repose sur une convergence rare entre volonté politique, expertise opérationnelle et coordination territoriale.
Les scénarios pessimistes décrivent un enlisement et un isolement progressif. Dans cette trajectoire, les infrastructures continuent de se dégrader et les mécanismes de soutien s'essoufflent. Les pressions extérieures se durcissent, limitant l'accès au financement et aux importations stratégiques. Les pénuries se prolongent, les prix augmentent durablement et la fatigue sociale s'installe. Les initiatives locales atteignent leurs limites faute de relais nationaux structurés. La crise hydrique glisse alors vers une crise de gouvernance plus large. Ces scénarios peuvent coexister selon les secteurs et les territoires. La recommandation centrale est prudente. Privilégier des choix réversibles et adaptatifs. Si les décisions prises aujourd'hui renforcent la flexibilité et l'apprentissage, même un choc sévère peut devenir une étape de transformation maîtrisée plutôt qu'un point de rupture durable. Pour le public urbain, l'impact de la fermeture se traduit d'abord par une adaptation quotidienne contrainte. Les coupures d'eau imposent de revoir les horaires, de mutualiser les ressources et de renforcer des solidarités de voisinage déjà existantes. La hausse des prix réduit le pouvoir d'achat et rend visible des choix de consommation longtemps considérés comme acquis. Cette contrainte répétée installe une conscience plus aiguë de la fragilité des services essentiels et de leur dépendance à des décisions politiques et techniques souvent éloignées du quotidien. Pour les acteurs économiques locaux, la période est ambivalente. De nombreuses petites entreprises subissent la volatilité des coûts et l'irrégularité des flux, ce qui freine l'investissement, retarde des projets et pèse sur l'emploi. En parallèle, des initiatives émergent autour de solutions de proximité, maintenance d'infrastructures, distribution alternative, innovations sobres adaptées à la rareté. Le choc agit comme un filtre. Il fragilise les modèles les plus dépendants et ouvre un espace limité mais réel à des pratiques plus résilientes. Pour les communautés rurales, l'enjeu est profondément concret. L'accès à l'eau conditionne directement la production agricole et la sécurité alimentaire. La réactivation de systèmes d'irrigation anciens montre une capacité d'adaptation, mais elle exige du temps, un effort collectif soutenu et une coordination minimale. Chaque succès ou échec a des conséquences immédiates sur les revenus et la stabilité locale. Enfin, pour les jeunes et les acteurs civiques, la crise agit comme un catalyseur d'engagement. L'organisation de points de collecte, la médiation lors des rationnements et l'entraide intergénérationnelle transforment une situation de stress en expérience de responsabilité partagée. Cet engagement ne résout pas les défis structurels, mais il renforce le tissu social. Deux gestes simples émergent pour le lecteur: s'informer au-delà des récits simplificateurs et soutenir les initiatives locales crédibles. Ces actions modestes, cumulées, participent à transformer une contrainte collective en apprentissage durable. La transition engagée après la fermeture de la rivière Sahel ne peut tenir sans une séquence d'actions lisibles, coordonnées et mesurables. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'intention politique, mais l'exécution concrète, sous contrainte de temps et de ressources. D'abord, il s'agit d'auditer et de sécuriser techniquement le réseau. Dans les prochains mois, un audit national des infrastructures hydrauliques doit identifier les points de rupture, les dépendances critiques et les pertes évitables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, des équipes techniques nationales peuvent reprendre le contrôle opérationnel des stations clés. Le critère de suivi est simple: la réduction progressive des interruptions non planifiées et des pertes non comptabilisées. Ensuite, il faut reconstruire des capacités locales. La reprise de contrôle exige des compétences, des formations courtes, centrées sur l'exploitation des données hydriques et climatiques, permettent de rétablir une capacité d'anticipation minimale. La mesure de succès repose sur la capacité à planifier à court terme sans recours systématique à des relais extérieurs.
Puis, il devient essentiel de clarifier la coordination territoriale. Les comités citoyens apparus dans l'urgence doivent être intégrés à un cadre clair. Définir qui décide, à quel niveau et selon quelles règles réduit les conflits et stabilise la gestion quotidienne. L'indicateur clé est la baisse des tensions locales liées au partage de l'eau. Enfin, il convient d'ouvrir une coopération régionale maîtrisée. Des échanges ciblés avec les pays voisins du Sahel peuvent de mutualiser informations et bonnes pratiques sans recréer une dépendance unilatérale. Des mécanismes légers suffisent à améliorer la résilience collective. Cette feuille de route ne supprime pas les risques. Elle transforme cependant une rupture en trajectoire gouvernable, où la souveraineté devient une compétence à entretenir plutôt qu'un slogan à proclamer. À Tanguine, les seaux alignés à l'aube sont devenus plus qu'un simple objet du quotidien. Ils rappellent les premiers jours suivant la fermeture de la rivière Sahel, lorsque les habitants ont dû décider ensemble comment partager une ressource devenue rare. Ce geste ordinaire relie l'intime au politique et transforme une contrainte abstraite en expérience vécue. Avec le recul, la décision portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acte isolé que comme un moment de vérité collective. Elle a forcé le pays à regarder en face ses dépendances anciennes, ses fragilités structurelles, mais aussi des capacités longtemps invisibles. Les comités de quartier, les canaux réhabilités et les arbitrages locaux ne constituent pas des solutions définitives. Ils sont des signaux faibles mais persistants d'un apprentissage accéléré sous pression. Ce rappel renvoie au personnage collectif apparu plus tôt, une société contrainte d'apprendre vite, sans garantie de succès immédiat. L'émotion ne naît pas d'un discours officiel, mais de la répétition de gestes symboliques simples qui, mis bout à bout, redessinent une trajectoire nationale possible. Dans cette séquence, la souveraineté cesse d'être un mot d'ordre. Elle devient un effort partagé, quotidien, parfois coûteux, mais assumé. C'est là que la décision associée à Ibrahim Traoré prend sa portée la plus durable. À ce stade, la fermeture de la rivière Sahel ne se résume plus à une décision gouvernementale isolée. Elle devient un miroir tendu à l'ensemble de la société, révélant la manière dont un pays affronte une transition sous contrainte sans certitude ni garanties immédiates. L'expérience burkinabé invite à dépasser les lectures simplistes, qu'elles soient laudatives ou condamnatoires. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion aveugle. Elle appelle une attention critique, informée et continue. Observer les faits, suivre les indicateurs, distinguer les ajustements durables des réponses improvisées devient une responsabilité partagée. Soutenir ce processus peut prendre des formes modestes. Relayer des analyses rigoureuses, valoriser les initiatives locales qui fonctionnent, refuser les récits qui effacent la complexité au profit de slogans. Au-delà des frontières, cette séquence interroge aussi le regard porté sur les pays du Sahel. Sommes-nous prêts à accepter qu'un État puisse expérimenter, se tromper, corriger et persister sans être réduit à un cas d'école ou à un avertissement définitif? La question reste ouverte. C'est précisément cette ouverture qui compte. Comprendre, débattre et dialoguer plutôt que juger trop vite. La suite dépendra moins d'un geste spectaculaire que de la constance de ces choix collectifs.